Avec la pratique, les mouvements de la course minimaliste s'automatisent. Libéré, l'esprit du coureur vagabonde et fait des liens inédits. Ma mère a longtemps gardé une rédaction que j'avais commise au CM2 et qui m'avait valu un 18 sur 20 à cette époque traumatisante où l'on notait encore les élèves. Je me souviens vaguement qu'il y était question d'un cauchemar, où figurait une forme blanche entreaperçue, un fantôme sans doute, et que le narrateur, votre serviteur, au sortir de cette nuit agitée et à la vision d'un grand sac en plastique blanc battant au vent de l'autre côté de la fenêtre de la chambre, concluait son récit par ces mots « Alors, rêve ou réalité ?» Bien avant cela, au IVe siècle avant notre ère, un philosophe taoïste, Chuang Tzu, rêva qu'il était un papillon. Il volait, heureux et libre, ignorant qu'il était Chuang Tzu. En se réveillant, il se sentait pleinement Chuang Tzu. Mais il se demandait s'il était Chuang Tzu qui avait rêvé être un papillon, ou un papillon qui rêvait être Chuang Tzu. Cette question de l'identité et la distinction entre réalité et rêve a été poussée à l'extrême, jusqu'à l'absurde, par les solipsistes. Selon eux, seul le moi, le sujet pensant, est certain. Tout le reste, c'est-à-dire les autres, le monde, pourrait être une illusion. Dans l'épisode A, B et C de la série Le Prisonnier, le numéro 2, voulant absolument découvrir pourquoi le numéro 6 a démissionné, lui fait injecter un sérum hallucinogène, permettant d'orienter ses rêves tout en les projetant sur un écran. L'épisode tourne autour de la manipulation de la conscience, du contrôle psychologique. Mais le prisonnier garde la maîtrise de ses rêves, y faisant même apparaître le numéro 2 à la place du coupable, soulignant ainsi que même drogué, il reste libre intérieurement. Le village où le numéro 6 est retenu prisonnier devient ainsi, fantasmatiquement, un laboratoire, une métaphore troublante de notre monde de surveillance et de trucage en devenir. Dans l'URSS de Staline, au moment des grandes purges des années 30, beaucoup de cadres du parti furent éliminés physiquement ou emprisonnés. Ces personnages tombés en disgrâce et dont le souvenir était devenu gênant étaient littéralement effacés des photographies officielles. Cela servait à contrôler la mémoire, l'histoire visuelle et à imposer l'idée que le pouvoir n'avait jamais été corrompu par la dissidence. Ces procédés peuvent sembler manquer de finesse, mais qu'importe. Le propre d'un empire n'est-il pas d'être en mesure de construire sa propre réalité? La propagande peut cependant, parfois, prendre des aspects plus subtils, jusqu'à devenir grise, mélangeant le vrai et le faux, ou encore ne présentant que certains des éléments d'une situation et orientant par là même vers une vision d'ensemble fausse. Je me souviens de cette photographie de la Seconde Guerre mondiale, vue dans un manuel d'histoire. La scène cadrée serrée montrait un soldat, un méchant du mauvais camp, épaulant son fusil en direction d'une femme protégeant son enfant. Beaucoup plus tard dans ma vie, j'ai eu accès à la photographie non recadrée. Ce cadrage plus large dévoilait que ce soldat visait en fait un second soldat qui, lui, mettait réellement en joue et la femme et l'enfant avec son arme. Ces réflexions autour de ce qui est réel ou non vous sembleront peut-être oiseuses. Elles ne le sont pas. À une époque où quelques grands groupes privés possèdent une part significative de la presse, des télévisions et des radios, médias dépendant par ailleurs largement pour survivre de la publicité ou des subventions gouvernementales, c'est-à-dire émanant du parti au pouvoir, à l'ère du deepfake, la fausse vidéo plus vraie que la vraie, générée par intelligence artificielle, et de son ancêtre le fond vert, peut-être est-il grand temps d'ouvrir les yeux. Peut-être est-il vraiment l'heure de se réveiller.